Ils ont manqué mon mariage pour une croisière spa en Grèce. Je l'ai découvert sur Instagram, ma mère tenant une coupe de champagne. Pas de déception, juste la vraie famille. Cette nuit-là, j'ai retiré mon nom de la fiducie familiale, réattribué le titre de propriété et préparé les documents. Une semaine plus tard, mon père s'est présenté, le visage rouge, agitant une notification. Je lui ai tendu un dossier et j'ai dit, « Vous avez eu ce à quoi vous avez trinqué. » Le lendemain matin, leur avocat m'a appelé. Je commencerai par la photo. Elle a été publiée à 15h47, l'après-midi même où je me tenais devant l'hôtel sans mes parents. Ma mère, vêtue d'un peignoir blanc, était allongée sur le pont d'un yacht au large de Santorin. Ses lunettes de soleil étaient légèrement inclinées alors qu'elle levait une coupe de champagne. La légende, pas de déception, seule la vraie famille brille. Béni croisière grecque. Mon mariage avait commencé 15 minutes plus tôt. Elle ne plaisantait pas. L'horodatage, la localisation du yacht, l'arrière-plan, tout était réel. Je me tenais dans la cour du lieu de réception, toujours dans mon costume, regardant les stories défiler les unes après les autres comme une gifle continue. Mes frères y étaient aussi. Josh, postant des vidéos de poulpes grillés et de bouteilles d'ouzo à $200. Dylan, à qui j'avais personnellement demandé d'être l'un de mes garçons d'honneur, souriant à la caméra avec un cierge magique dans la bouche comme s'il célébrait le 4 juillet. Et puis il y avait mon père. Stoïque, silencieux, levant son verre dans un court clip tandis que quelqu'un disait hors champ, à la liberté. C'était tout. Aucune explication, aucune excuse, aucun appel téléphonique. Il y avait plus de 130 invités à notre mariage. Toute la famille élargie de ma femme est venue. Des gens qu'elle n'avait pas vus depuis 10 ans. Des amis d'enfance, des colocataires d'université. Son oncle est arrivé du Vermont par un vol de nuit. Les gens ont pleuré pendant nos vœux. Ils ont applaudi après la première danse. Son côté de la salle était rempli de joie. Le mien avait 3 chaises vides. Le DJ a même fait une pause pour demander discrètement si nous devions quand même faire les danses père-fille et mère-fils. Je lui ai dit de sauter la mienne. Les regards gênés ont commencé après cela. Les gens n'arrêtaient pas de demander où étaient mes parents, et je m'en tenais à la même réponse, ils ont eu un empêchement. Je continuais de sourire. Je continuais de boire. Mais à 20h, j'étais seul dehors, lisant leurs légendes et regardant leur toast au champagne depuis un autre continent. La raison pour laquelle ils ont manqué mon mariage? J'ai refusé d'acheter à Dylan une Jeep neuve pour son 18e anniversaire. C'est tout. C'est l'étincelle qui a rompu les ponts. Je leur avais dit non 2 mois plus tôt. Il échouait à la moitié de ses cours et avait déjà accidenté ma vieille voiture une fois. Je n'en voyais pas l'intérêt, et je pensais qu'il serait contrarié pendant une semaine, tout au plus. Au lieu de cela, ma mère m'a traité de insensible. Josh a dit que je faisais de la rétention par jalousie. Mon père, qui disait rarement quelque chose directement, m'a envoyé un seul courriel avec pour objet, la famille, ses données. Je n'ai pas répondu à ce courriel. J'aurais peut-être dû, ou peut-être pas. Cette nuit-là, après le mariage, alors que ma femme et moi étions assis sur le balcon de l'hôtel à manger des frites du service en chambre, je me suis connecté au portail de l'entreprise. Notre société immobilière, TJD Holdings, avait toujours été un rêve partagé, du moins sur le papier. Mais tout ce que nous possédions, tout ce que nous construisions, était à mon nom. J'avais contracté les prêts. J'avais fourni la garantie. La société à responsabilité limitée originale a été enregistrée avec mon numéro de sécurité sociale, mon adresse, mon capital. Il faisait partie du nom Thomas, Josh, Dylan mais il n'avait pas mis $1. Nous avions 4 propriétés en développement, 2 sous contrat, une en main tierce, et le nouvel espace à usage mixte de Temecula, venait de démarrer les travaux la semaine précédente. C'était le joyau du portefeuille, et j'en avais fini de prétendre qu'il l'avait mérité. À minuit, je les avais retirés de tous les comptes internes. À 2h du matin, j'avais verrouillé tous les fichiers partagés et repris le contrôle des statuts de l'entreprise. À 5h45 le lendemain matin, j'étais assis avec un café, rédigeant la réaffectation des titres de propriété et des intérêts commerciaux. 2 jours plus tard, j'étais dans le bureau de l'avocat pour signer les documents finaux. La fiducie, celle que mon père avait créée pour la planification de l'héritage, n'avait plus mon nom d'attaché, et chaque actif lié à moi était retiré. Il ne savait encore rien de tout cela. Une semaine plus tard, nous étions de retour de notre courte lune de miel.
Je déballais le dernier sac quand quelqu'un a commencé à marteler la porte d'entrée comme s'il essayait de la défoncer. Je l'ai ouverte pour trouver mon père debout, le visage tacheté et furieux, agitant un morceau de papier. Cela ressemblait à un avis de défaut de paiement de notre principal prêteur. Il n'a pas dit grand-chose au début, il a juste crié mon nom et est entré. Je n'ai même pas répondu. Je me suis dirigé vers le comptoir, j'ai sorti le dossier que j'avais préparé et je le lui ai tendu. Il a feuilleté les premières pages. Son expression a changé. Le dossier contenait tout, le transfert des titres, les nouveaux documents de la société à responsabilité limitée, l'avis de retrait de toutes les coentreprises et la documentation sur le retrait de la fiducie. Il a levé les yeux. Je n'ai rien expliqué. Je n'ai rien justifié. J'ai juste dit, tu as eu ce à quoi tu as trinqué. Il est sorti en trombe sans un mot. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un avocat qu'ils avaient déjà utilisé pour des questions de succession. Il était poli mais insistant. Il a dit qu'il appelait au nom de la famille pour examiner les décisions récentes concernant les actifs communs. Je lui ai dit que tout était déposé, finalisé et notarié. Et puis j'ai raccroché. À la fin de cette journée, ils n'ont rien posté en ligne. Plus de photos de yachts. Plus de toasts. Pas de gâteau d'anniversaire pour Dylan. Silence radio. Mais ce n'était pas fini. Loin de là. Cela a commencé modestement. Un courriel avec un objet qui disait simplement « Préoccupation ». Il venait de Josh. Il écrivait comme s'il essayait de paraître diplomate, mais le ton était évident. Il venait d'apprendre la restructuration et voulait savoir s'il y avait eu une sorte d'erreur. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, Dylan a envoyé un message groupé à moi, ma femme et Josh, j'espère qu'on pourra bientôt parler. Rien de tout cela ne semble juste. J'ai quitté la conversation de groupe. 3 jours plus tard, ma mère a appelé. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis le mariage. Elle n'a pas mentionné la croisière ni la publication. N'a rien dit sur le fait d'avoir manqué la cérémonie. Elle s'est juste lancée dans une tirade sur le fait que les familles ne se font pas ça et que je démantelais des décennies de travail par pur dépit. Elle a dit que les propriétés étaient destinées à nous tous et a demandé comment je pouvais simplement les effacer de quelque chose qui appartenait à la famille. Je lui ai rappelé qui avait signé chaque prêt, payé chaque provision, financé chaque dépôt de garantie, géré chaque réunion avec les entrepreneurs, signé chaque chèque de paie. Je lui ai rappelé que je les avais regardés trinquer à mon absence sur Instagram pendant que la famille de ma femme souriait poliment face aux questions embarrassantes sur la raison pour laquelle la moitié de ma famille n'avait pas pris la peine de venir. Elle a raccroché. Après cela, ils ont cessé d'essayer de raisonner. L'avocat a de nouveau appelé, cette fois avec des menaces, parlant de restructuration frauduleuse, de contrats implicites, de manquement à l'obligation de fiducie. Je lui ai dit de lire les statuts de la société. Tout était blindé. Il n'y avait pas d'accord familial. Il y avait un seul membre enregistré au dossier, moi. C'est là que le sabotage a commencé. L'entrepreneur de notre plus grand projet, celui de Temecula, m'a appelé à l'improviste un matin, demandant pourquoi Dylan le contactait directement, prétendant être un partenaire et essayant de changer les arrangements avec les fournisseurs. Une semaine plus tard, Josh a envoyé un courriel au gestionnaire immobilier de notre portefeuille de location à Santa Monica pour demander les relevés de loyer et les rapports de dépenses des 6 derniers mois. Il prétendait que j'étais injoignable et qu'il avait l'autorité pour auditer. Il tentait le tout pour le tout, de manière désordonnée, et cela ne s'est pas arrêté. Dylan a envoyé une demande formelle au bureau de l'inspecteur de la ville sous le nom de l'entreprise, demandant de vérifier des irrégularités sur le site. Le dossier a été signalé pour un examen interne, mais je l'ai étouffé avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Un ami au service des permis m'a appelé dès qu'il a vu la demande, disant que Dylan ressemblait à un gamin qui jouait à l'avocat. J'ai commencé à verrouiller davantage de choses, j'ai changé les adresses électroniques professionnelles, j'ai transféré tous les processus internes vers un nouveau logiciel de gestion de projet auquel il n'avait aucun accès, j'ai fermé le bureau que nous partagions et j'ai tout déplacé dans un espace plus petit et privé de l'autre côté de la ville. Ma femme n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien. Je lui ai dit que oui, mais ce n'était pas vrai. Ce n'était pas seulement une affaire commerciale. C'était des décennies de manipulation qui s'effondraient d'un seul coup. Le silence après le mariage, le yacht, les faux sourires, tout cela faisait partie de la même performance qu'ils avaient perfectionnée pendant des années. Simplement, je n'applaudissais plus. Puis un matin, je me suis réveillé en découvrant une nouvelle publication sur Instagram.
Pas de ma mère cette fois, mais de Josh. Une photo en noir et blanc de 3 enfants. Moi, lui, Dylan. Légende, certains frères ne rompent pas les liens du sang pour de l'argent. D'autres si. Les commentaires étaient encore pires. Un défilé de gens que je connaissais à peine, qui lançaient des piques, utilisant des mots comme trahison, cupidité, sans cœur. Personne n'a mentionné le mariage. Personne n'a demandé où ils étaient ce jour-là. Mais ce n'était pas grave. Je n'avais pas besoin de m'expliquer. Ils ont trinqué à la liberté. Ils l'ont eu. Et je n'avais pas terminé. 2 semaines plus tard, la notification est arrivée. Courrier recommandé avec accusé de réception, enveloppe épaisse, papier à en tête d'un autre cabinet d'avocats cette fois, un plus grand. Il demandait officiellement une médiation concernant la division des actifs gérés conjointement et de la propriété intellectuelle. Leur argument était que l'image de marque de TJD Holdings, l'utilisation des initiales, l'association familiale, constituait un partenariat de fait, même sans documentation signée. Je l'ai lu 3 fois, non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je n'arrivais pas à croire qu'ils insistaient à ce point. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste une autre tentative de remettre la main sur ce que j'avais construit. J'ai appelé mon avocat, j'ai tout transféré et je lui ai dit de ne faire aucun quartier. Pas de règlement à l'amiable, pas de compromis. Chaque courriel, chaque contrat, chaque transaction des 5 dernières années portait mon nom. Nous avions des captures d'écran, des horodatages, et même la preuve de leur absence totale dans la prise de décision. Pendant que cela se déroulait, les choses sont devenues plus personnelles. Un client de longue date m'a envoyé un courriel, confus. Il a dit que Josh l'avait contacté pour clarifier certains changements de direction. Un autre de nos investisseurs d'origine m'a dit que Dylan avait laissé entendre que j'étais instable et sous pression et que je pourrais bientôt me retirer. Le jeu auquel il jouait était d'un niveau amateur mais dangereux. Attaque de réputation, chuchotement discret, sabotage passif déguisé en préoccupation. J'ai commencé à passer des appels avant qu'il ne le puisse. J'ai organisé des réunions, j'ai rassuré tout le monde, je leur ai montré les documents officiels et la chaîne de propriété. La plupart d'entre eux étaient loyaux. Certains ne l'étaient pas. J'ai perdu un contrat sur lequel j'avais travaillé pendant 6 mois. Pas à cause de quelque chose de spécifique qu'ils aient fait, mais à cause de la tension créée par leur ingérence. Mais le pire est venu de ma mère. Elle s'est présentée à mon bureau. Sans prévenir. Je ne savais même pas comment elle avait trouvé la nouvelle adresse. Elle est entrée comme si de rien n'était, comme si elle n'était pas la même personne qui avait manqué le mariage pour boire du champagne sur un bateau en légendant « la vraie famille ». Elle a regardé autour d'elle comme si elle inspectait les murs, a dit que l'endroit semblait de petit et temporaire. Puis elle a demandé ce qu'il faudrait pour que les choses redeviennent comme avant. Cette phrase, comme avant, m'a marqué. Comme si la façon dont les choses étaient avant avait jamais été acceptable. Comme si des décennies de leur contrôle, de leur jugement passif, de leur manipulation psychologique pouvaient simplement être remises à zéro si je signais quelques formulaires et que je jouais le jeu. Je lui ai dit que nous avions dépassé ce stade. Elle a demandé si je pouvais leur pardonner. J'ai demandé si elle était même désolée. Elle n'a pas répondu. Je l'ai raccompagnée à la porte, j'ai verrouillé après son départ, et je suis resté assis dans le noir pendant un long moment après cela. La pression juridique a continué de croître. Ils ont tout essayé, manipulation émotionnelle, retard de procédure, ils ont même offert de restructurer la propriété pour me donner une majorité si j'acceptais de restaurer leur part. J'ai rejeté chaque offre. Ils ont commencé à se présenter aux réunions du conseil municipal où notre entreprise était répertoriée comme partie prenante non pas pour soutenir, mais pour causer des problèmes. Josh m'a un jour accusé de violer les restrictions de zonage lors d'une session de commentaires publics. J'ai dû répondre officiellement. Embarrassant pour lui, mais le but était de nuire. Du bruit, des distractions, du chaos. Pendant tout ce temps, ma femme m'a soutenu. Elle ne m'a jamais demandé de reconsidérer ma décision, ne m'a jamais dit d'être le plus intelligent. Elle voyait les choses plus clairement que moi. Ce n'était pas un conflit familial. C'était une lutte de pouvoir qui avait finalement fait surface maintenant qu'ils avaient réalisé qu'ils ne pouvaient plus me contrôler. Un soir, assise par terre dans notre salon, elle m'a demandé s'il me manquait. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste continué à regarder mon téléphone, faisant défiler une autre de leurs nouvelles publications, une photo de Josh et Dylan à un gala auquel je n'étais pas invité. Légende, des racines solides,
pas de pourriture. Je lui ai dit la vérité. Il ne me manque pas. C'est la version de moi qui ne savait pas qui ils étaient vraiment qui me manque. 2 jours après cette publication du gala, j'ai reçu un appel d'un agent immobilier avec qui j'avais travaillé sur quelques espaces commerciaux. Il m'a demandé si j'étais au courant que mes parents essayaient de vendre nos anciens plans de développement, ceux de la propriété viticole que nous avions autrefois présentés comme une retraite de luxe près d'Auger. Les plans étaient obsolètes, et le zonage avait changé 2 fois depuis. Mais apparemment, ils essayaient de vendre le concept comme un projet d'héritage familial approuvé avec mon nom toujours listé dans la présentation. Ils utilisaient mon nom pour susciter de l'intérêt sans me le dire, sans mon consentement. Quand l'agent a demandé si nous travaillions toujours ensemble, je lui ai dit la vérité. Il n'avait rien à vendre, rien dont il faisait légalement partie. Je lui ai dit que s'il allait plus loin avec eux, je poursuivrais pour fausse déclaration. Cela aurait dû être la fin. Mais j'ai ensuite reçu un courriel d'une adresse inconnue. C'était un message privé de quelqu'un du conseil syndical du quartier de mes parents. Apparemment, ils avaient approché le conseil pour demander des lettres de soutien pour une subvention de capital investissement, une qui exigeait un soutien et une unité familiale ou pour une proposition de patrimoine culturel. Ma mère avait affirmé qu'il reconstruisait un projet générationnel après un bref désaccord familial. Elle utilisait notre drame familial comme une sorte de récit inspirant, comme si nous faisions juste un petit détour avant de nous réconcilier dans une histoire de retour émouvante. Je pouvais sentir la manipulation comme une chaleur sur mon cou. Mais le vrai coup de poing est arrivé plus tard cette semaine-là. Ma femme et moi visitions le chantier de la propriété de Temecula pour vérifier l'avancement des travaux. Nous nous sommes garés devant la baraque de chantier, avons passé les clôtures portables, et avons vu Dylan debout devant l'une des unités. Il était avec un agent immobilier, faisant une visite. J'ai attendu, j'ai observé. Au moment où il m'a remarqué, il s'est figé. L'agent s'est retourné, confus. Dylan a marmonné quelque chose à propos de droits de partenariat et de gérer ça en interne. Je me suis approché et j'ai dit à l'agent de partir. Elle était clairement embarrassée, a dit qu'elle pensait qu'il était sur le titre de propriété. Il ne l'était pas. Ne l'avait jamais été. Plus tard dans la soirée, j'ai envoyé un texto à Dylan. C'est ton unique avertissement. Touche encore à ma propriété et je porte plainte. Il a répondu par une seule ligne, tu penses que ça se termine avec un dossier et une signature? Mais la semaine suivante a tout clarifié. Leur intention n'a jamais été de réparer quoi que ce soit. Il s'agissait d'extraire tout ce qu'ils pouvaient avant que les portes ne se ferment pour de bon. J'ai reçu un courriel transféré de mon avocat. Mes parents avaient demandé une révision d'arbitrage d'urgence, affirmant que j'avais injustement rompu des obligations de soutien financier et listant, je ne plaisante pas, la Jeep pour Dylan, une allocation de voyage familial annuel que j'avais soi-disant coupée, et même des frais d'entretien pour les fêtes. Des frais d'entretien pour les fêtes. Ils parlaient de l'entreprise d'éclairage que j'engageais chaque décembre pour installer des décorations sur leur maison. J'avais payé pour cela 6 années de suite sans poser de questions. Maintenant, ils appelaient cela une obligation, comme si tailler et installer un faux traîneau faisait partie d'un contrat que j'avais rompu. Mon avocat a presque ri en le lisant à voix haute, mais pas moi, car j'ai réalisé à quel point ils étaient prêts à être abusifs. Ils ne voulaient pas seulement de l'argent ou des actifs. Ils voulaient que le confort de leur style de vie soit maintenu à mes frais, pour toujours. Ils ne me voyaient pas comme un fils, ni même comme un partenaire commercial, mais comme une ressource. Cette nuit-là, j'ai déterré toutes les factures que j'ai pu trouver, éclairage, aménagement paysager, traiteur, billets d'avion pour leurs vacances, même ce week-end spa absurde à Sedona que j'ai couvert l'année dernière après que Josh ait accidentellement perdu son portefeuille. J'ai tout envoyé à mon avocat. Je lui ai dit de contre-attaquer avec une demande de remboursement s'il poussait l'arbitrage plus loin, mais ils ne l'ont pas fait. Le silence s'est de nouveau étiré. J'ai pensé que c'était peut-être fini. Puis j'ai découvert ce que mon père avait fait avec la participation restante dans l'une de nos sociétés écrans partagées, la seule entité que je n'avais pas encore fermée car elle n'avait techniquement plus d'actifs. Il s'en était servi pour co-signer un prêt pour un appartement privé pour lui-même, en utilisant mon nom. Il avait falsifié les documents. La banque m'a appelé en premier. Vérification de routine. Ils ont dit qu'ils avaient juste besoin de confirmer les informations du co-signataire sur le nouveau prêt pour un appartement de 2 chambres à Newport Beach. J'ai d'abord ri. J'ai pensé que quelqu'un m'avait peut-être listé par erreur. Puis ils ont lu l'identifiant du document. Ma signature y figurait 2 fois.
Numérique, daté de 2 semaines plus tôt. J'ai demandé une copie. Quand elle est arrivée, je l'ai fixée pendant 5 bonnes minutes. Cela ressemblait à ma signature, mais ce n'était pas la mienne. La police de caractère, l'angle, juste légèrement décalé. Pas assez pour qu'un observateur occasionnel le remarque, mais assez pour moi. Je n'avais rien signé depuis des semaines, et je n'avais certainement rien co-signé pour mon père. La propriété se trouvait dans un complexe de luxe à ascenseur privé, vue sur l'océan, des charges de copropriété plus élevées que mon prêt immobilier et il a été approuvé parce que, selon le formulaire, l'entreprise de son fils garantissait la stabilité des revenus. Ce n'était pas seulement de la fraude, c'était de la fraude stupide, traçable, imprudente. J'ai transféré les documents à mon avocat, puis j'ai appelé la banque moi-même et j'ai fait une déclaration enregistrée. Je ne me sentais même pas en colère. Je me sentais insulté. Ils n'essayaient pas seulement de reprendre l'entreprise. Ils essayaient de vivre de son cadavre. La banque a immédiatement gelé le processus. Le lendemain à midi, ils avaient signalé la demande, contacté le service juridique et envoyé un avis de fraude potentielle. 2 jours plus tard, mon père m'a appelé d'un numéro masqué et a laissé un message vocal. 3 minutes de divagation, sur la défensive, pleine de phrases comme « Tu sais comment ce jeu fonctionne » et « Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi était à nous ». Il a vraiment dit ça, comme si c'était une devise familiale. Comme je n'ai pas répondu, il a envoyé un courriel le lendemain. Cette fois, c'était presque une supplication. Il a dit qu'ils étaient dans une situation délicate, qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de rendre les choses personnelles, et que l'appartement était juste destiné à faire le pont pendant que nous rétablissions la confiance. Il a joint un document d'une seule page, une proposition rédigée pour une réintégration temporaire du partage des bénéfices. Il voulait 10% des revenus futurs de tous les projets liés à TJD Holdings en échange d'une rupture nette. Je n'ai pas répondu. Mon avocat a déposé une plainte pour fraude auprès de l'État le lendemain matin. Nous avons tout joint, les signatures falsifiées, la fausse demande de garantie, la piste de courriel, la confirmation de la banque. Le même après-midi, la conversation de groupe familial que j'avais mise en sourdine il y a des mois s'est de nouveau animée. D'abord, Dylan m'accusant de détruire l'avenir de papa, puis Josh envoyant un lien à moitié réfléchi vers un article de motivation sur le pardon et les familles fortunées, et enfin ma mère, une photo de nous il y a 10 ans. Pas de légende, juste le silence. J'ai archivé la conversation. La semaine suivante, j'ai tenu une réunion d'équipe d'urgence à l'entreprise. Nous avons changé de marque, discrètement mais officiellement, abandonné le TJD, et lancé un nouveau nom, un nouveau logo, et une image publique complètement distincte. Le communiqué de presse était clair, professionnel. Il présentait le changement comme une évolution stratégique. En interne, je l'ai expliqué exactement comme c'était, nous nous débarrassions d'un poids mort. Une semaine plus tard, ils ont de nouveau riposté. Cette fois, c'était Dylan sur Reddit. Il a posté dans un sous-forum d'investissement immobilier sous un compte anonyme, me qualifiant d'égocentrique toxique qui a manipulé sa propre famille pour un gain financier. Il a laissé juste assez de détails d'identification pour que ce soit traçable, mais assez vague pour éviter la diffamation pure et simple. Quelques-uns de nos plus petits investisseurs l'ont vu. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de prétendre qu'ils allaient s'arrêter. J'ai engagé un consultant en sécurité, fait vérifier tous mes comptes, gelé tout le crédit de l'entreprise, créé de nouveaux pare-feux juridiques, et j'ai fait un dernier geste. J'ai vendu les unités de Santa Monica discrètement, hors marché, à un groupe privé. Transaction en espèces, transférée en une semaine. Rien de tout cela n'est passé près de leur nom. Je savais qu'ils finiraient par le découvrir. Je le voulais. 3 jours plus tard, j'ai reçu un texto de Josh. Sérieusement ? Vendre ce que nous avons construit sans même nous le dire. Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à mon avocat. L'étape suivante n'était pas juridique. Elle était personnelle. Ils se sont présentés aux unités de Santa Monica 3 jours après la clôture de la vente. J'ai reçu l'appel des nouveaux propriétaires alors que j'étais en réunion. Josh avait amené Dylan, et ils se disputaient tous les deux avec le gérant de l'immeuble pour savoir pourquoi leur clé ne fonctionnait pas. Ils ont prétendu qu'il devait y avoir une erreur système. Ils ont essayé d'agir comme s'ils avaient toujours le droit d'entrer et de regarder. Le gérant de l'immeuble leur a dit de partir. Josh a insisté sur le fait qu'ils avaient des droits de fondateur. Dylan a dit quelque chose à propos de locataires historiques.
Quand la sécurité est finalement intervenue, ils sont partis, mais pas avant d'avoir filmé l'interaction, espérant probablement la diffuser en ligne plus tard. Ils ne s'attendaient jamais à ce que j'aille aussi loin. Mais voici le truc, ils avaient dépassé les bornes il y a des mois, bien avant le yacht, avant le mariage manqué, avant les faux documents de prêt. C'était juste le moment où les conséquences les frappaient. Cette nuit-là, je me suis rendu sur le site moi-même. Pas parce que j'en avais besoin. Je voulais juste le voir. L'endroit semblait calme, propre, paisible, et pour la première fois depuis des années, non lié à une seule personne qui ne le méritait pas. Je suis resté dans la voiture pendant un moment. Puis je suis rentré chez moi, je me suis connecté au système et j'ai désactivé tous les identifiants qui avaient jamais été connectés à eux, compte fournisseur, tableau de bord interne, liste de clients archivés. J'ai tout effacé. J'avais des sauvegardes, bien sûr, mais seul moi pouvais y accéder maintenant. Le lendemain matin, leur avocat a envoyé un dernier courriel. Objet, proposition de réconciliation. Il faisait 12 paragraphes. Un langage fleuri sur l'unité familiale, l'histoire partagée, les malentendus. Quelque part vers le 7e paragraphe, il a glissé une suggestion, une réintégration progressive des parts de capital basée sur une collaboration de bonne foi. J'ai fixé cette phrase pendant un moment. Réintégration progressive. J'ai répondu par une seule phrase. Il n'y a plus rien à réintégrer. Puis j'ai bloqué l'adresse. Après cela, le bruit a finalement commencé à s'estomper. Les appels ont cessé. Les publications ont ralenti. Ils ont continué à jacasser ici et là. Josh a posté quelques citations vagues sur la loyauté. Dylan a essayé de lancer une chaîne YouTube sur l'investissement immobilier qui a fait un flop après 2 vidéos. Ma mère ne m'avait toujours pas parlé directement depuis qu'elle s'était tenue dans mon bureau pour demander ce qu'il faudrait pour revenir en arrière, mais j'ai entendu dire qu'ils avaient mis leur maison en vente. Discrètement. J'imagine que l'argent se fait plus rare maintenant que les chèques ont cessé d'arriver. J'ai continué d'avancer. L'entreprise était plus légère, plus rapide, plus rentable sans eux. Nous avons pris 2 nouveaux projets, doublé le chiffre d'affaires en 6 mois. J'ai embauché de nouvelles personnes, des gens qui voulaient vraiment travailler, pas seulement en profiter. Un soir, ma femme et moi étions assis sur la terrasse avec une bouteille de vin, et elle m'a demandé si je pensais qu'il reviendrait un jour. Essayer quelque chose de nouveau. Je lui ai dit, peut-être. Puis j'ai souri. Mais s'ils le font, ils frapperont à une porte qui n'existe plus. Et c'était la vérité. Il n'y a pas de retour possible pour des gens qui trinquent à votre absence et appellent cela la paix. Ils n'ont simplement jamais pensé que je les prendrais au sérieux. Ils n'ont jamais pensé que je partirais pour de bon. Mais je l'ai fait. Et j'ai tout emporté avec moi.